Bien, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, mais c'est très bien, puisque c'est le but, on l'a dit, hein, de ce type d'événement. Euh, on est un petit peu en retard, mais vous allez voir, on va rattraper le temps. On avait compté large sur les deux tables rondes, donc on va rattraper le temps, on sera bien dans le timing prévu. Alors, vous nous avez fait la transition, messieurs, donc c'est très bien. On va maintenant entrer dans une série de tables rondes. La première va porter sur le bon air de la campagne. Et on a constitué un panel interdisciplinaire pour cette première table ronde qui est donc animée par Dorian Henry, qui sera en charge de la communication scientifique à l'Institut Pasteur de Lille. Et nous accueillons donc Monsieur Jacques Patrice, qui est le président d'Atmo Hauts-de-France, Luc Daucher, qui est maître de conférence, praticien hospitalier en santé publique et qui est chercheur à l'unité ReadAge, qui est présente sur le campus et qui travaille sur les maladies chroniques liées au vieillissement de façon très globale. Et Madame Suzanne Cumerol, qui est maître de conférence en physique au laboratoire d'optique atmosphérique, qui est sur le campus de l'Université de Lille à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, la parole est à vous. Bonjour, donc merci d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler ici, échanger sur un sujet qui pose beaucoup de questions, comme on l'a vu dans la salle tout à l'heure, la pollution atmosphérique, notamment à la campagne. Et donc l'idée, c'est un petit peu de déconstruire l'idée, parce qu'on a une idée perçue que l'air à la campagne est meilleur qu'en ville. Et on va essayer aujourd'hui donc de vous montrer que la réalité est un petit peu plus complexe. Donc je vais m'adresser dans un premier temps à vous, Jacques. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc on parlait des pesticides tout à l'heure, d'où provient la pollution à la campagne? D'accord, Dorian, je vais le dire, puisque vous me demandez si gentiment. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est un groupe d'experts scientifiques reconnus comme tels, mais on est jeunes, nous. Par rapport à Frédéric à 130 ans, moi j'en ai que 50, et on fête nos 50 ans cette année. C'est quand même, fallait le dire, hein, franchement. Bon. Excusez-nous de cet aparté, mais bon, en transimmuno, on peut se permettre des choses. Bien, alors, vous savez tous ce que c'est l'Observatoire de la qualité de l'air Atmo Hauts-de-France. C'est un observatoire qui donc qui mesure tous les polluants atmosphériques, il y en a à peu près 46 plus tous les autres, qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les mesurer. C'est surtout aussi notre mission principale, c'est la prévention. C'est un peu comme Pasteur, la prévention, c'est-à-dire essayer de bien comprendre cette problématique très complexe qu'est la qualité de l'air, problématique invisible, la rendre visible, la rendre compréhensible par tous, sensibiliser, informer, communiquer, pour justement trouver les bonnes pratiques. Chacun doit être ambassadeur de la qualité de l'air. Ça, c'est notre mission principale. Bon, j'en dirai pas plus sur d'autres, j'ai pas le temps de parler d'Atmo, on n'est pas là pour ça. Moi, ce que je voudrais dire en premier fait capital, soyons quand même positifs. Nous sommes 50 ans, c'est-à-dire que nous avons des historiques depuis les années 80, avec des inventaires complets, et je peux vous assurer que la qualité de l'air s'est nettement améliorée. Et il faut le dire quand même aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire, faut pas, le catastrophisme c'est bien, mais ça ne mène nulle part. Ça démobilise plus qu'autre chose. Donc, j'ai des chiffres pour vous montrer que entre 2008 et 2021, oui, comme ça fait une large, un large panel, les émissions de PM10, hein, les particules 10, c'est-à-dire 10 microns mètres, je sais pas, bon, on est tous habitués à ce genre de choses, 10 micromètres, hein, ça fait quand même peu de choses. Les PM10 sont les plus grosses qui nous impactent, nous, au niveau santé. Alors, ces PM10, euh, entre 2008 et 2021, ils ont baissé de 23%. C'est quand même beaucoup. Les PM2,5, 2,5, de 35%. Et les oxydes d'azote, ils ont baissé de 44%. Vous voyez, 44, 23 et 30, ça montre quand même qu'il y a une amélioration, la prise de conscience de la qualité de l'air. Alors, on a été aidé évidemment par la sensibilisation, les grands médias, etc. Bon, c'est vrai, tout ça, ça nous aide. Nos missions d'information, nos partenaires ARS, Pasteur aussi, un partenaire, l'ADREAL, enfin l'État et compagnie, on arrive justement avec les ministères à descendre. J'ai oublié de dire qu'on est agréé par le ministère de l'Environnement, bien sûr, et par la DGS, c'est-à-dire le ministère de la Santé, pour ce qui est pollen. Donc on a quand même ces deux agréments intéressants. Ensuite, si on voit si vous voulez, ici, bon, ce que je viens de dire, c'est positif. Mais si on va dans la région Hauts-de-France aujourd'hui, attention quand même,
Parce qu'en région Hauts-de-France, on émet 1,3 fois plus de PM10 qu'en France complètement, enfin dans la France totale. Pareil pour les PM de 2,5, on émet quand même 1,2 fois plus de PM de 2,5 qu'en France. Donc je veux dire, il ne s'agit pas de crier cocorico, victoire, il faut continuer à se battre, il faut continuer à mobiliser. Et des journées comme aujourd'hui, c'est merveilleux parce que ça fait partie aussi de nos mobilisations. Voilà, donc attention. Si je disais que tous les polluants en général ont baissé, l'ozone, lui, il ne baisse pas. C'est le seul polluant qui ne baisse pas. J'y reviendrai tout à l'heure parce que la chimie de l'ozone, c'est vachement bien, hein, très intéressant, mais alors c'est très complexe. Bon, alors, entre l'air de la campagne, pour arriver à notre sujet, et l'air de la ville, moi je dis qu'il y a peu de différences significatives. Je vous donne quelques chiffres parce qu'il faut quand même toujours prouver ce qu'on dit. Sur les PM10, justement, si on prend un département comme l'Aisne, qui est quand même très rural, et le département du Nord, qui est plus industrialisé, plus urbain, si on compare ces deux départements, sur les PM10, on a 13 mg d'un côté, 15 microgrammes d'un côté, 13 microgrammes de l'autre. Ce n'est pas significatif. Pour les PM de 2,5, c'est pareil. On a 8 et 9 microgrammes de différence. 1 microgramme de différence entre l'urbain et le rural. Donc je veux dire que ce n'est pas du tout significatif. Urbain ou rural, même combat, on va dire. Bon. Sur le chauffage urbain, le chauffage au bois notamment, qui a défrayé la chronique depuis un certain temps, le chauffage au bois, qui est très émissif de particules de 2,5, qui sont les plus graves et les plus délétères au niveau sanitaire. Nous avons aujourd'hui en campagne 52% et 48% au niveau, bon, 4% c'est quand même assez peu au niveau du nombre, si vous voulez, du nombre d'efficacité. Enfin, en termes, on ne peut pas juger sur 4%, c'est pas possible. 48, 52, et ça fait une moyenne de 50%. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, il faut déconstruire cette idée qu'à la campagne, l'air est pur. Laissons la pureté de l'air, d'ailleurs, à qui? Aux poètes, hein. Oh, mon esprit, envole-toi loin de ces miasmes sordides et purifie-toi dans l'air supérieur. Ça, c'est Baudelaire, mais on n'est pas là pour faire de la poésie. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça, c'est bien. Donc, l'air pur, ça n'existe pas, la pureté en chimie. Hein. Bon, mes collègues vont me taper si je parle de pureté en chimie, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, ne parlons pas d'air pur, et puis la nature entre nous. Est-ce qu'il y a encore une nature, au sens près du terme, une nature sauvage? Tout est anthropomorphisé aujourd'hui. Et là, c'est bien le problème du Covid, avec les niches de nature sauvage qu'on détruit et qui permet aux... Enfin, c'est pas le problème. Bon, bref. Donc, il n'est pas meilleur. Alors, pour aller vite, par contre, en rural, il faut quand même reconnaître qu'il y a des spécificités plus importantes qu'en ville, notamment des polluants. Je parle des intrants en agriculture. Les intrants, l'urée, les intrants azotés, par exemple, l'ammoniac, l'urée, et ce genre d'intrants azotés réagissent au niveau chimique avec d'autres. Avec le NOx, par exemple, on a le nitrate d'ammonium, on a le sulfate d'ammonium qui s'absorbe à la surface des particules, notamment des 2,5, et qui pénètrent dans le sang, dans les poumons, et qui vont avoir un effet systémique. Parce que quand on parle de pollution de l'air, on dit toujours pulmonaire parce qu'on respire. Non, il y a quand même les 3 portes d'entrée. Il y a la respiration, il y a la voie cutanée et la voie digestive alimentaire. Donc il y a 3 voies. Si vous voulez, la voie pulmonaire, c'est bien. Parce que dans les années 90-95, quand on parlait de l'air, on parlait toujours affection pulmonaire. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que ces affections sont plutôt systémiques. Et quand je parle des intrants azotés, ils agissent au niveau systémique, justement en pénétrant dans les cellules. Et c'est tout le métabolisme cellulaire qui est en jeu. Ensuite, on a les pesticides. Je veux dire aussi que ces polluants azotés, ils ont un potentiel oxydant très important. On ne se contente pas, nous, de mesurer gravimétrie, granulométrie, mais aussi le potentiel oxydatif des polluants. Parce que ça, c'est important. Je vous dirai après sur l'ozone, c'est merveilleux. Alors, ensuite, il y a les pesticides, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, les pesticides, évidemment, ceux qui vivent à la campagne ou près des zones agricoles sont soumis aux pesticides, dispersion dans l'air, dispersion dans l'eau, etc., et dans l'alimentation. 3 voies. Alors, les pesticides, bon, je ne vais pas venir là-dessus. Moi, je vous engage à aller voir sur notre site. On a une base qui s'appelle la PHYT Atmo, PHYT Atmo, qui est une base nationale qu'on a depuis 2000, 2002, 2003, un truc comme ça. 3, voilà. Et cette base, elle vous donnera, elle est gratuite, hein,
application gratuite, vous allez voir, et vous aurez toute la liste des engrais, des phytosanitaires qui sont année par année achetés et consommés. Ça, c'est quand même intéressant pour nous, enfin pour vous surtout, pour avoir une idée de l'utilisation des pesticides selon la région dans laquelle vous êtes. Bon, voilà, ça c'est important, il fallait que je le dise. Ensuite, alors, les pesticides et les phytosanitaires, évidemment, les pathologies qui sont dues, on les connaît bien. L'INSERM, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Hein, vous le savez bien, c'est tout ce qui est cancer, tout ce qui est Parkinson, tout ce qui est. On oublie aussi la conception, antéconception, conception et le bébé. Il y a ces 3 phases justement où les pesticides agissent sur des retards staturopondéraux, sur des retards. Tout à l'heure, j'ai entendu QI, c'est vrai, des retards au niveau des synapses, etc., qui fait qu'on a des pathologies qui se révèlent pas forcément à la naissance, mais après, et qui sont dues à ce genre d'exposition de la maman pendant sa grossesse. Et les pires, il faut penser aux agriculteurs, ce sont eux les premiers touchés. Les agriculteurs et les familles d'agriculteurs qui sont, eux, directement en première ligne sur ces effets sanitaires. Bon. J'insisterai pas, je vous renvoie là-dessus, puis on pourra se rencontrer si on fait ça. Bon, après, la dernière particularité de la campagne, c'est l'ozone. L'ozone, le problème de l'ozone, c'est que ce n'est pas un polluant primaire. C'est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il est formé à partir d'autres, à partir des PM2,5 notamment, à partir du méthane, de l'ammoniac aussi, qu'on trouve en campagne, et aussi à partir des COV, enfin les composés organiques volatiles. 50% quand même sont biogéniques. Et on les trouve plus à la campagne que dans la ville. Bon, donc ce sont des précurseurs présents qui permettent de synthétiser, si je peux dire, l'ozone. Et l'ozone, c'est une dissociation de la molécule d'inox avec les UV, mais attention, c'est pas parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud qu'on a de l'ozone. L'hiver, on en a aussi. Ça fait des années qu'on mesure l'ozone, on a des pics d'ozone l'hiver. Hein, c'est pas que l'été, c'est pas que quand il fait chaud. Quand il fait chaud, bien sûr, c'est plus facile, mais c'est pas que ça. Alors, c'est l'ozone troposphérique, hein, c'est pas l'ozone atmosphérique avec le trou de l'ozone, hein, ça n'a rien à voir. Le trou de l'ozone, il se referme, lui, c'est bien. Mais c'est notre ozone ici, dans la première couche troposphérique de 0 à 8 km, un truc comme ça. Bon, et c'est là que l'ozone intervient. Et notre ozone, lui, il intervient avec les autres polluants. Je prends les pollens, par exemple. Eh l'ozone est capable de faire éclater un grain de pollen et de le rendre beaucoup plus allergénique. Justement. Et c'est pour ça. Et en plus, comme vous êtes irrité par l'ozone, puisque l'ozone, c'est une pollution photochimique, ça irrite vos muqueuses. Vos muqueuses irritées, elles rencontrent un grain de pollen qui est plus agressif qu'un autre, puisqu'il a été travaillé par l'ozone. Et ouais, ça vous donne une hypersensibilité, ça donne des allergies. Quand on dit des allergies, 1 sur 2 sera allergique en 50, oui, c'est aussi à cause de l'ozone. Mais ce n'est pas toujours des allergies, c'est des hypersensibilités, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ensuite, cet ozone, il est responsable de la cassure des ADN, du noyau. On le voit bien. Et en cassant les noyaux, en cassant, si vous voulez, le mécanisme de réparation des cellules, à cause des ROS, des espèces oxydatives d'oxygène, ces ROS, justement, qui ne sont pas détoxifiés. On a un mécanisme pour détoxifier les ROS, ça c'est formidable. Mais il est dépassé quand l'ozone est là. Il y en a trop. Et vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle, nous, des inflammations stériles, des problèmes neurologiques. Alors, on parlait tout à l'heure des dépressions, mais c'est un peu au jeu aussi. Moi, je parlerai surtout des spectres d'autisme qu'on arrive aujourd'hui à déterminer à cause de cette pollution photochimique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça aggrave tout ce qui est les dégénérescences neurocérébelleuses. C'est tout un monde. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'Alzheimer. Et là-dedans, il y en a énormément. Voilà. Bon, je ne veux pas être négatif. Je ne suis pas négatif du tout. Je fais des constats. Et ce constat-là, il faut quand même bien l'avoir en tête pour pouvoir agir et pour pouvoir avoir un air meilleur. Air meilleur, qualité de vie. Donc, prévention. On est bien dedans. Hein, c'est pas mal, hein. Merci. Et donc, du coup, ça veut dire que la pollution entre la campagne et la ville n'est pas significativement non. différente, mais les expositions et les sources sont différentes. Voilà. Au niveau de la qualité, je vous laisse parler. Au niveau de la qualité générale, c'est pareil. Maintenant, il y a des spécificités de la campagne, donc je viens de le dire. Bon, je vous laisse.
Et donc effectivement, ça amène à une question qui est, tout à l'heure on parlait qu'il y avait en ruralité une prévalence des maladies chroniques qui était un petit peu plus forte par rapport aux autres territoires. Et donc je me posais la question justement si ces expositions qui sont différentes à la pollution induisent des pathologies différentes entre les populations rurales et les populations urbaines. Est-ce que, Luc, vous avez quelques données là-dessus? Alors ça va être compliqué de répondre sur l'ensemble des différences. Je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit sur simplement les niveaux de pollution entre rural et urbain. Effectivement, dans l'Hauts-de-France, il y a assez peu de différences. Et c'est un impact qui est relativement faible. Simplement, si on prend les fameux, on dit 48 000 morts, maintenant ça a été revu à 40 000 morts estimés par Santé publique France. Alors bon, c'est avec des estimations qui sont discutables, des espèces de règles de 3. Mais alors 48 000 morts, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est à peu près, on perdrait 8 mois d'espérance de vie en moyenne en France du fait de la pollution atmosphérique. Et la référence qui est prise pour le plus bas niveau de pollution atmosphérique, c'est en fait, donc il y a des zones où il y a vraiment peu de pollution, ça va être les plateaux du Massif central. En fait, là, il y a réellement une différence, mais il y a quasiment pas d'habitants. Donc, c'est un peu théorique. Donc, cette aire donc cette aire de meilleure qualité à la campagne, elle existe plutôt, il faut monter en montagne et c'est effectivement un peu théorique il faut progresser sur l'ensemble de la pollution atmosphérique, aussi bien urbaine que rurale. Après, qu'est-ce qu'on dit? Oui, sur les profils de risque différents entre... Ah oui, alors c'est complexe parce qu'entre urbain, rural, et on va parler des expositions, mais il y a des questions sociales qui font différence, des questions d'accès aux soins, des questions qui vont être extrêmement différentes, puis différentes zones rurales aussi par rapport à d'autres. Donc je ne peux peut-être pas répondre sur l'ensemble de ces critères-là. Par contre, sur les facteurs qui jouent au niveau de la ruralité, là on a parlé de la qualité de l'air. Alors on a parlé des pesticides. Alors effectivement, des pesticides, il y a des études chez les agriculteurs, notamment, où c'est relativement où il y a beaucoup de choses qui sont étudiées. Alors notamment, c'est pas anecdotique pour les gens qui en souffrent, mais par exemple, il y a plus de cancer de la lèvre chez les agriculteurs, simplement le fait d'ouvrir les bidons. Donc là, il y a un rapport de causalité qui est à peu près évident. C'est compliqué aussi, mais les agriculteurs qui manipulent beaucoup de produits, de savoir quel produit va être en lien avec le cancer, maladie de Parkinson, etc. Vous parliez des données de la MSA. En fait, les données de la MSA, elles sont accessibles par l'intermédiaire comme toutes les données de sécurité du système général, par le SNDS. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont accès à ces données-là. Malheureusement, dans ces données-là, on ne va pas forcément avoir les expositions des agriculteurs. Donc, on peut simplement regarder l'état de santé des agriculteurs. Et en général, les agriculteurs ont plutôt un état de santé meilleur que les autres, mais ça ne veut pas dire que les pesticides ne sont pas dangereux. C'est parce que par ailleurs, ils fument moins, ils ont plus d'activité physique, ils ont des facteurs qui les protègent par ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes pesticides sur les risques de Parkinson ou de cancer. Qu'est-ce que je disais sur la campagne? Ce qu'on peut dire sur la campagne aussi, oui, à la campagne, il y a la question des allergies aussi, parce que à la campagne, on est associé à beaucoup, et il y a la question de la biodiversité aussi, et on sait par exemple que les enfants qui sont élevés dans des fermes, ils vont être en contact avec beaucoup d'allergènes et ils vont moins développer d'allergies que quand on vit en ville. Alors quand on vit à la campagne, mais en dehors d'une ferme, c'est un peu moins clair. Mais donc en fait, il y a un aspect protecteur aussi de cette biodiversité à la campagne.
qui peut être aussi un aspect positif. Et enfin, dans les aspects qui sont pas liés à la qualité de l'air, il y a aussi des aspects positifs à vivre en ville, qui sont le fait que la question de la marchabilité, notamment, en ville, on va être, alors soit par choix, soit par contrainte. Maintenant ça peut quasiment être par contrainte, devoir faire beaucoup d'activités en marchant. Même quand on prend les transports en commun, on marche énormément. Donc finalement, spontanément, on va faire beaucoup plus d'activités physiques en ville qu'à la campagne. Et ça, c'est un aspect qui est pas directement lié à l'air et à l'environnement physique, mais qui peut avoir un impact aussi sur la santé. D'accord, merci. Et donc, vous parliez de la biodiversité, comme quoi ça peut être quelque chose de bénéfique, notamment pour les allergies, etc. Est-ce que la végétation, la nature, c'est toujours notre allié contre la pollution? Peut-être que Suzanne, vous pouvez apporter... Alors, moi déjà, je voudrais revenir sur les chiffres qui ont été donnés par mon collègue, qui sont des moyennes annuelles. Donc, clairement, des moyennes annuelles, effectivement, vous allez lisser tous les pics que vous voyez dans le déroulé d'une observation qui est faite à l'année. Quand même, clairement, il y a une grosse différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Le milieu urbain étant beaucoup plus pollué, puisqu'on est beaucoup plus proche de toutes les sources. Alors, en moyenne annuelle, certes, ça ne se voit pas, mais les pics sont beaucoup plus fréquents en ville que en milieu rural. Après, je laisserai Luc vous parler de l'importance de ces pics et de leur impact sur l'exposition. Mais c'est quand même un peu bon à savoir. Dernièrement, on a mené une campagne où on a équipé des volontaires de la métropole de Lille de petits bracelets qui leur permettaient d'absorber les composés auxquels ils étaient exposés dans la ville. Et surtout ces volontaires, donc il n'y en avait pas beaucoup, c'était pas une grande cohorte, mais sur tous ces volontaires, on a retrouvé 9 composés qui étaient cancérigènes, dont 2 pesticides chez tous les volontaires. Donc il y avait des volontaires qui travaillaient dans des bureaux, il y avait des volontaires qui évidemment travaillaient dans des jardins, donc c'était normal que eux, les jardiniers, soient exposés, enfin normal. Plus cohérent qu'ils soient exposés aux pesticides, mais les employés de bureau et les instituteurs à l'école ont eux aussi été exposés à des pesticides. Donc, en milieu urbain, il y a aussi des pesticides. Et si tous les... J'ai pas dit que vous l'aviez dit. J'ai pas dit que vous l'aviez pas dit. Je précise que donc les pesticides sont aussi en milieu urbain. Et que donc, si tous les volontaires ont été exposés à ces pesticides, c'est plutôt que c'est une exposition qui est régionale. Donc ça, je ne dis pas que ça vient, que c'était mis en milieu urbain, mais en tout cas, on y est tous exposés. Est-ce que la nature est notre amie? Alors, oui, la nature est notre amie. En fait, le nombre de personnes allergiques au pollen ont augmenté en même temps que le taux de polluants, le taux par exemple, d'ozone, par exemple, ont augmenté. Le nombre d'allergies ne fait qu'augmenter parce que le potentiel oxydant et le cocktail des polluants dans l'atmosphère ne fait que évoluer et pas dans le bon sens. L'effet de l'élévation de la température va aussi jouer un rôle sur l'émission des polluants biogéniques, donc ceux qui viennent de la végétation, mais ça va aussi jouer un rôle sur la capacité de survivre dans l'air avec tous les oxydants qui existent dans l'air. Voilà. Donc oui, c'est notre ami. On a vécu des millions d'années avec des pollens de bouleau, et c'est aujourd'hui qu'on en est le plus allergique. Donc on a su être l'ami de la nature, en tout cas. Donc est-ce que c'est quand même mieux de vivre à la campagne? Alors, j'ai pas dit ça non plus. Si d'un point de vue pollution, parce qu'on sait qu'il y a d'autres... Alors, en fait, là, tous les chiffres qui ont été donnés aussi en masse.
Et il se trouve que la toxicité d'une particule s'évalue aussi en fonction de sa composition chimique, mais aussi de sa taille. C'est-à-dire que plus elles sont fines, plus elles vont rentrer profondément dans votre système, que ce soit dans votre cerveau, dans vos poumons, bref, elles vont rentrer très largement. Sauf qu'une particule très fine, comme vous pouvez l'imaginer, elle a une masse quasiment nulle. Donc les informations que l'on a sur c'est ce qu'on appelle des polluants émergents, donc les particules ultra fines, sont moins optimistes que sur les concentrations en masse. C'est-à-dire qu'on a plutôt une élévation de la concentration de ces particules ultra fines. Mais les mesures de particules ultra fines en milieu ruraux sont encore assez peu déployées. Voilà. Donc, le milieu rural a d'autres potentiels. C'est pas le même type de polluant qui existe dans les deux zones, et donc c'est pas la même interaction avec le vivant. Ok, donc Oui, Doriane, je voudrais ajouter quelque chose. Je n'ai pas parlé des particules émergentes, les PUF, les particules ultra fines, lors du nanomètre. Il est évident que nous les mesurons depuis un certain nombre d'années. Le gros problème, c'est que ça coûte très cher à mesurer. Il faut des appareils très, très onéreux. On n'a pas toujours les moyens. Je ne me plains pas, mais je le dis au passage. Mais nous les mesurons et nous savons que, évidemment, on peut dire que plus une particule est fine, plus elle va loin. Le gros problème, c'est que les ultra-fines, elles ont des propriétés tout à fait différentes. Quand vous passez de l'état moléculaire à l'état nanomoléculaire, la fonction et la charge négative, par exemple, sur l'organisme, évolue et change beaucoup. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que vous disiez justement, on ne peut pas isoler, par exemple, les allergies, les pollens, avec les autres polluants. Tout ça, ça interagit. Hein, si dans les grottes, il n'y avait pas de boulot dans les grottes, mais autour des grottes, il y avait du boulot, il y avait du feu aussi, qui émettait pas mal d'HAP, etc., de carbone, et pourtant, il y avait beaucoup moins il y avait moins de personnes, évidemment, il y avait beaucoup moins de to-be pour les surveiller, mais il y avait moins d'allergies. Alors, c'est là aussi le problème, c'est que tout ça, ça interagit. Et c'est cette chimie qui est intéressante à cultiver. Alors, sur les PUF, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur les effets des PUF au niveau neurodégénératif. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Mais on les mesure, hein, sachez-le. Et vous avez sur notre site, vous pourrez retrouver les doses, enfin, les quantités, etc. J'arrête. Donc je suis désolée, on va devoir terminer. Donc je vais vous poser une dernière question parce que du coup, quand on vous écoute, finalement, il y a de la pollution partout, que ce soit en ville, à la campagne. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place à l'échelle individuelle et collective pour prévenir de ce risque qui est induit par cette pollution atmosphérique? Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut se lancer. Moi, je peux commencer. En hiver à Lille, la majorité des émissions provient du chauffage au bois. Donc, dans un premier temps, ce serait bien de limiter ça, mais il faudrait qu'il y ait des actions évidemment nationales pour favoriser le changement de moyens de chauffage. Donc là, on ne peut pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas blâmer ceux qui se chauffent au chauffage à feu de bois, mais qu'il faut aider ces gens à modifier leur façon de chauffer leur intérieur. Par ailleurs, le trafic urbain enfin le trafic en général, qu'il soit routier, marin ou aérien, est une part importante aussi des émissions, que ce soit nationales ou mondiales. Donc clairement, limiter les moyens polluants. Et donc pour éviter, par exemple, le trafic marin, où on peut jouer un rôle en évitant d'acheter des choses à 20 000 km d'ici. Voilà. Donc marcher, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour la pollution. Éviter de consommer bêtement et voilà. Et éviter de se chauffer au bois si possible. Luc, vous souhaitez compléter? Je dirais peut-être parler sur la question. Alors, je ne suis vraiment pas du tout spécialiste de la question, mais il y a aussi la question d'agriculture. On parle des pesticides. Alors, c'est que les pesticides, il y a effectivement, ça y est, des aérosols qui vont contaminer tout le monde. Il y a aussi la question
la pollution locale des riverains, qui est une question très complexe. J'ai discuté de ça, j'étais au congrès Santé 2050 des shifters, on en discutait le week-end dernier, et effectivement, sur la question des pesticides, il ne suffit pas d'interdire. C'est-à-dire que, par exemple, la question du glyphosate, si on interdit le glyphosate, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Est-ce que c'est pas pire? Et si on simplement dit on interdit le glyphosate, on va remplacer par d'autres pesticides qu'on connaît peut-être moins bien, qui sont peut-être encore pires, ou on va devoir faire de la labour, qui a aussi un problème, on va du coup d'émissions de CO2 et de microparticules, de problèmes sur les sols, etc. Donc c'est vraiment, et ça, j'ai aucune expertise là-dessus, mais c'est vraiment, il suffit pas de dire les pesticides c'est pas bien. Il faut revoir complètement le mode d'agriculture et aussi probablement le mode de consommation. C'est-à-dire que ça veut dire que derrière, c'est produire moins, peut-être manger moins de viande. Déjà, si on mange moins de viande, on a besoin de moins produire, donc on aura peut-être moins ces problèmes de rendement. Donc c'est probablement tout un écosystème et toute la société en fait qu'il faut changer en même temps, et pas simplement une mesure de dire on interdit ça. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, toutes ces bonnes pratiques. Alors, il faut aussi les comprendre. Pourquoi? Donc, c'est aussi là où on intervient, on essaye de faire comprendre cette problématique de la qualité de l'air pour mieux agir derrière, que ce soit concret et efficace. Alors, on se place évidemment, comme vous le dites, sur la problématique santé environnementale, les 4 entrées, végétales, animales, et surtout le sol, dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, l'équilibre du milieu. Donc, dans la perspective, comme disait Frédéric, One Health. Parce que c'est là qu'il faut prendre conscience du rôle que chacun peut jouer. On peut être chacun, il faut que chacun soit ambassadeur de la qualité de l'air, chacun dans sa sphère d'influence, que ce soit un simple citoyen, mais que ce soit aussi un décideur. Nous, on a la chance d'accompagner les collectivités territoriales, donc avec des décideurs qui ont un certain niveau d'autorité. Et en plus, Atmo, c'est Atmo France. C'est-à-dire qu'on est à Paris et que là, on intervient directement avec les ministères, quel que soit le ministère, sur des commissions, les faire comprendre par exemple que les PUF c'est important, qu'il faudrait donner les moyens, les perturbateurs endocriniens, les PFAS, etc., dont tout le monde parle aujourd'hui, que personne ne sait, enfin si on sait ce que c'est chimiquement, mais dans la grande majorité des gens on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot PFAS ou PFOS, et c'est là où il faut justement éclairer chacun pour que chacun prenne conscience que par exemple un foyer ouvert, chauffage au bois, c'est la pire des choses. Bon, maintenant, il y a des aides pour qu'ils soient fermés. Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Vous voyez? Et puis après, il y a le problème social, sociétal, comme vous le dites. Tout ça, c'est des problèmes sociétaux. Bon, nous, on peut pas. Je suis pas spécialiste, on ne peut pas intervenir sur les problèmes sociaux. Cette histoire des ZFE, etc., où socialement parlant, ça n'allait pas. Bon, mais il ne faut pas en profiter pour la supprimer pour autant. Il faut au contraire essayer d'expliquer et donner les moyens à chacun de bien comprendre, qu'il puisse bien agir. Donc ça, alors moi je vais faire un peu de pub. Vous allez sur notre site Atmo, c'est gratuit, vous verrez un peu où vous situez au niveau pollution et qu'est-ce que vous pouvez faire comme bon geste. Chauffage au bois, on a toute une rubrique chauffage au bois, pesticides, etc. Tous ces sujets-là, on essaye de les mettre à la portée de tous, parce que c'est pas simple. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour des petites questions du public. Oui, 5-10 minutes. Ouais. 5-10 minutes de questions, d'accord. Alors, si vous avez des questions pour nos intervenants sur le sujet. Merci pour vos interventions. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas réagir parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec l'intervention de Luc Daucher sur le glyphosate, évidemment. Alors vous savez, on a fait intervenir une spécialiste des pesticides qui s'appelle Hélène Grosbois, qui a édité d'ailleurs une carte interactive sur Chemical Interest qui est très intéressante, qui se base sur le site BNVD Traçabilité, c'est un site, à mon avis, peut-être un petit peu équivalent à celui d'Atmo. Enfin, nous, en tout cas, on travaille plutôt sur ce site. Alors, elle nous a, au moment de la conférence où elle était présente, elle nous a dit un truc qui a fait tilt, en fait, dans notre esprit. Elle nous a dit, sans exclure, bien sûr, les pollutions dues aux industries, mais elle nous a dit,
les industries n'ont pas été créées pour tuer, en fait. Hein. Elles ont été créées pour voilà, fournir du bien, etc. Mais elle nous a dit, mais les pesticides, eux, ont été créés pour tuer. Et c'est toute la différence. Les pesticides, il faut bien que tout le monde en ait conscience, les pesticides ont été créés pour tuer. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant des milliers d'années, l'homme a été capable d'utiliser la nature à bon escient sans utiliser de pesticides. Bon, alors ça, c'est un premier point sur lequel je voulais venir. Je profite de la présence de M. Patrice, évidemment, pour lui poser des questions. Là, actuellement, je suis en train de lire un rapport sur les maladies respiratoires des enfants qui date de 1995. Et à cette époque, il y avait plus d'une douzaine de stations de captage pour étudier les problèmes de l'air, de pollution de l'air. Et aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus que 6 stations sur le Dunkerquois. Et donc la question, c'est de me dire comment se fait-il qu'il y ait d'un seul coup la moitié de stations qui soient mises en place. Ensuite, vous parliez des nanoparticules. Alors là, je suis un petit peu surpris que vous nous disiez qu'il y a des études faites sur les nanoparticules, parce qu'on a étudié en long, en large et en travers le dernier rapport de l'OSL. Il n'y a absolument aucune information sur les nanoparticules. Et donc, la question se pose, c'est effectivement, les nanoparticules, c'est quand même quelque chose qui est absolument essentiel. Et là, je remercie Suzanne d'avoir fait cette intervention, parce que les nanoparticules, c'est dramatique, parce que finalement, elles sont tellement fines qu'elles pénètrent dans les cellules, elles vont dans le sang, donc c'est une catastrophe. Et aucune étude des effets cocktails non plus. Donc voilà, bref, c'est un peu ça le problème que nous on soulève, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est sur effectivement le problème de la transparence. On estime qu'il n'y a pas suffisamment de transparence, et voilà. Donc pourquoi on n'a plus que 6 stations alors qu'il y en avait plus d'une douzaine dans les années 90 Je vais vous expliquer là-dessus. Je peux répondre ça? Bon. Non, mais ça, c'est simple. C'est vrai qu'il y a 50 ans, quand on a commencé, c'était des mesures physiques. On avait des capteurs, on avait des stations complètes, des stations mobiles. Il nous reste encore une cinquantaine de stations fixes. Les stations, c'est gros, hein. Puis, si vous voulez, du point de vue entretien, etc., c'est lourd. Bon, il y en a une cinquantaine, et il y a encore des stations mobiles dont on a besoin. Alors, nos stations aujourd'hui servent surtout à caler les différents modèles dont on utilise. On utilise 3 à 4 modèles européens, français, locaux et régionaux, et on les fait tourner ensemble. Et ces modèles ont besoin d'être calés. Et justement, on se sert des stations fixes pour les caler. Alors, les stations fixes, elles ne sont pas mises n'importe où. Elles sont mises en accord avec le laboratoire central de la qualité de l'air, donc à Paris, qui dépend aussi du ministère de la qualité de l'air. Vous voyez, tout ça, c'est bien orchestré, c'est bien calculé. On ne peut pas les mettre où on veut. Et quelque part, la modélisation nous permet de descendre à la maille de 25 mètres sur 25 mètres, et on est capable, dans les 5 départements que forme la région, de vous donner la qualité de l'air à votre rue. Vous sortez de chez vous, vous prenez notre application, Air2Go par exemple, une application qui est dedans, et vous pouvez choisir, moi je choisis l'air que vous respirez, donc vous pouvez choisir l'activité que vous devez faire ou ne pas faire, en fonction justement de cette qualité de l'air à la rue. Et ça, c'est quand même un progrès merveilleux qu'on met en place depuis 10 ans, 5 ans, moi ça fait longtemps que je suis président, mais au début ça y était pas. C'est pas grâce à moi. Hein. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on a cette modélisation d'année en année. Elle se fortifie. On fait appel aussi à l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, qui nous sert aussi à être beaucoup plus près des résultats, avec des indices de corrélation, etc. Enfin, scientifiquement parlant, c'est pas n'importe quoi, c'est très complexe. Et, vous voyez, il nous faut aussi des ingénieurs et des chercheurs, des docteurs qui soient très pointus sur ce sujet-là. Bon, ça, c'est un autre domaine. Maintenant, vous parliez des PUF. Bah oui, les PUF, mais si on les mesure, le gros problème, les PUF aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la responsabilité de l'État, parce que c'est quand même l'État qui est responsable de la qualité de l'air, enfin des impacts santé et des morts dont on parlait tout à l'heure. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas trop où ils vont, ils ne savent pas quelles sont les mesures à mettre en place. Enfin, si vous voulez, ça reste balbutiant au niveau de l'État, puis vous savez que l'État est frileux, parce qu'à partir du moment où il met un dispositif en route, après, et puis il y a l'Europe derrière qui surveille.
l'Union européenne, la directive de 2024 qui rentre en service au 1er janvier 2027, que nous avons transposée en droit français en ce qui concerne nous la qualité de l'air, elle rentre en service là fin décembre. Ça veut dire que si les territoires ne sont pas ne sont pas alignés sur la directive européenne, il y a des contentieux financiers que l'État va payer. Et c'est ça qui est important. Il faut bien voir que l'État, là-dessus, il fait un peu marche arrière et il essaye d'être très prudent. Sur les puffs, c'est le problème. Mais le gros problème, c'est que les puffs, d'ici 2-3 ans, ça va devenir parce que l'Europe va s'en occuper. L'Europe, là-dessus, nous rend service. La directive européenne, franchement, elle a divisé pour 2027 les seuils actuels par 2. C'est-à-dire qu'on descend pour les PM10, PM2.5, les SO2 et les NOx, on divise par 2. Ça veut dire qu'en 2030, tous les États membres devront être alignés sur ces valeurs cibles, ces valeurs seuils, ces valeurs limites qui seront la moitié des valeurs aujourd'hui. Alors nous, le problème, c'est qu'il va falloir expliquer aux gens que les cartes vont devenir rouges alors que la qualité de l'air s'améliore. Ça, c'est un autre problème pédagogique qu'on aura à faire. J'ai dit 2030 et 2050, on devrait arriver aux normes de l'OMS. Alors, point de vue sanitaire, point de vue santé, c'est génial, quelque part. On ne peut pas être contre, au contraire. Moi, j'ai dit qu'au niveau... Alors là, on va parler de mort évitée. Pas les morts, il y en a marre de parler de mort. On n'est pas des croque-morts. Souvenez-vous du Covid, tous les soirs, Salomon, qui est un ancien collègue de recherche, il donnait le nombre de morts. Non, non. Nous, on parle de morts évitées, c'est quand même plus sensible, c'est quand même plus évident. Et c'est vrai que les morts évitées, on peut les calculer. On a calculé, alors je me dirais, c'est des moyennes aussi annuelles, mais qu'en divisant, enfin, en reculant d'1 point, 2 points des PM2.5, par exemple, on avait autant de morts évitées. Alors ça, c'est des études économiques qu'on a fait avec Airparif, au niveau de l'Île-de-France, pour bien montrer que la pollution de l'air, 100 milliards par an, hein, c'est les sénateurs qui ont dit ça il y a quelques années. Nous, on démontre que dans la région parisienne, avec des économistes, hein, ce n'est pas nous qui avons fait cette étude, santé, alors c'est maladie, hospitalisation, psychose, enfin vous avez des dépressions, etc. Donc moins de comment dirais-je, moins d'allants au boulot, etc. Tout ça, et aussi sur les végétaux, etc. Du coup, ils ont démontré que ça coûtait 2 000 € par an à la sécurité sociale. Or, sur l'air, on donne 1,50 €. Vous voyez la différence entre 1,20 €, 1,50 €, ça dépend des régions, et 2 000 € par personne pour ce genre de perte due à la qualité de l'air, c'est quand même un ratio qu'on pourrait améliorer quand même. Hein. On nous donnerait le double, on serait capable de tout mesurer. Voilà. Bon, il y a d'autres questions ? Moi, je peux essayer de répondre aussi sur les puffs, parce que c'est quand même une de mes spécialités de recherche. Et, au niveau européen, on a un réseau. Donc ma station fait partie du réseau européen de mesures dans lesquelles les puffs sont des polluants qui sont mesurés sur toutes ces stations. C'est un polluant émergent, donc on en parle depuis une quinzaine d'années, je vais dire. Et à l'heure actuelle, on a de plus en plus d'efforts du niveau recherche pour essayer de comprendre l'impact de ces particules ultra-fines sur la santé et sur évaluer leur tendance, leur évolution, essayer de comprendre quelles sont les sources de ces puffs pour essayer justement de réguler au mieux ou de proposer des méthodes de régulation de ces puffs. Mais c'est en train de venir. Il y a quelques années, on a travaillé ici avec, c'était avant Frédéric soit là, c'était l'ancien directeur, c'est peut-être à cause de lui qu'on ne le fait plus. On a travaillé sur les puffs. Ici, moi je me souviens être venu plusieurs fois ici à Pasteur, on avait une spécialiste, une docteure en PUF, justement, et on a bien travaillé là-dessus. Ça prouve que, bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est long et c'est compliqué aussi. Hein. Je voulais répondre sur le glyphosate. Je pense qu'on n'est pas tant d'accord en fait. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut éviter l'effet de l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un logis il y avait le bisphénol A qu'on a interdit. Ça a fait un gros effet médiatique. On en a parlé. On a interdit le bisphénol A. Les industriels l'ont remplacé par du bisphénol B. Les toxicologues nous disent que c'est exactement pareil. On n'en parle pas. On n'en parle plus. Voilà, le scandale est passé. Donc, et je pense que vous avez raison. À un moment, il va falloir sortir de cette agriculture de cette agriculture avec les pesticides. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ça passe par une démarche qui est
qui est complexe, qui va se faire avec l'agriculteur, d'utiliser complètement de nouvelles techniques, de tout revoir dans son ensemble, et pas simplement de passer par une ou des interdictions. C'est-à-dire que ça doit être vraiment un accompagnement, et il faut être attentif à, si on prend juste une mesure ponctuelle, et pas dans un ensemble, s'il ne peut pas y avoir des effets de bord qui peuvent être aussi négatifs. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui doit se penser dans son ensemble. Et c'est vrai qu'il y a si on prend le glyphosate, Monsanto, c'est un peu le diable enfin, la cible qu'on va attaquer. J'ai aucune amitié pour Monsanto, je vous rassure. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, et c'est quelque chose qui doit se repenser dans son ensemble. Et effectivement, vous disiez, la société aussi dans laquelle on vivait sans pesticides, etc., c'était aussi une société, c'était moins une société de consommation, il y a une sorte de décroissance. Et voilà, ça passe aussi probablement par ce que je disais, manger moins de viande, puisqu'on aura besoin de moins produire, donc on pourra produire avec moins de pesticides. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on va dans le même sens, mais simplement, ça ne doit pas passer par une interdiction spécifique sur un produit, mais sur une prise en charge globale de la question. Bien. Alors, ce que je Oui, vous propose, messieurs, c'est que... Alors moi, je voudrais juste apporter une solution concrète, Oui. parce que c'est intéressant d'apporter Oui, mais une vous allez solution nous mettre concrète. en difficulté par rapport à la Oui, table mais ronde suivante. c'est super important, parce que là, on discute, mais en fait, c'est quand même bien de se dire, il y a peut-être des Est-ce qu'on solutions peut concrètes. reporter cette discussion au déjeuner? Vous serez là pour le déjeuner, c'est dans 3/4 d'heure. C'est possible? Je ne sais pas si Luc, vous serez encore là. Enfin bref. Oui, voilà. Bon, parce que en fait, sinon on a des intervenants qui sont prévus pour la table ronde suivante et ça va être compliqué. Pareil, monsieur, vous aviez une question aussi? Non? La qualité de l'air qui s'améliore, et depuis qu'il n'y a plus de pollution, en fait, de pollution Alors, qui je datait. vous propose vraiment qu'on en discute après au déjeuner, d'accord? Parce que sinon, on va mettre en retard les personnes qui sont dans la table ronde suivante. Ah, d'accord. Posez-les sur notre site, on vous répond. Hein. Posez-les parce que vous allez arriver directement et nous on pourra les traiter et vous répondre en direct, voire même provoquer un échange. Oui, on peut transmettre vos coordonnées. Oui. 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 Je pense qu'on va refaire un événement dédié à ce sujet. Oui, bien sûr. Sur la directive européenne, ce serait intéressant. Je peux vous envoyer la directive, les 100 pages, si vous voulez. Bon. Pour montrer. En tout cas, je vous propose qu'on passe à la table ronde suivante qui s'intéresse à un autre sujet, mais tout aussi important, qu'on a commencé à aborder tout à l'heure et qui a un sujet à fort enjeu, qui est le sujet de la santé mentale en milieu rural. Et là aussi, on a la chance d'avoir pu constituer un panel pluridisciplinaire. Et donc, j'accueille Manon Lenain, qui est neuropsychologue à l'Institut Pasteur de Lille, qui intervient notamment au centre de prévention de l'Institut Pasteur de Lille sur des actions de bilan de santé, d'accompagnement individuel, mais aussi de formation auprès des professionnels. Nous accueillons également Maëlle Boineau, qui est étudiante en journalisme et qui va nous apporter un témoignage, on va dire, de terrain, et qui va nous expliquer ce que c'est aujourd'hui d'être jeune en milieu rural. Nous accueillons également Monsieur Aurélien Dantois, qui est responsable du développement sanitaire et social à la MSA Nord-Pas-de-Calais. Et puis, Madame Guylaine Lefebvre, qui nous fait l'amitié d'être présente aujourd'hui et qui a beaucoup de casquettes, mais qui aujourd'hui intervient en tant que représentante de l'association Famille Rurale. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir un regard croisé sur cet enjeu de santé mentale en milieu rural. Effectivement, donc la santé mentale en ruralité, ça va être le thème de ce regard croisé, où vous allez nous apporter votre expertise, vos vécus.
Et donc pour commencer cet échange, une question pour toi Manon. Quels sont les déterminants de la santé mentale? C'est quoi la santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est un état déjà de bien-être qui permet à chacun d'exprimer son potentiel, de travailler avec succès, de faire face aux difficultés, je dirais, normales de la vie et de contribuer à sa communauté. C'est pas, la santé mentale, elle n'est pas figée dans le temps. C'est un équilibre qui va être dynamique et dont les déterminants vont être aussi multiples. On peut avoir des déterminants qui vont être au niveau individuel, au niveau biologique, au niveau psychologique, ses capacités de résilience, de faire face. Des déterminants qui vont être sociaux, la qualité par exemple des relations sociales, de ses liens. Elles vont être aussi économiques et aussi environnementaux, liés justement aux conditions de vie, l'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vivent en fait, le fait de vivre dans un territoire rural, donc en ruralité, eh ben, ça va jouer à différents niveaux justement de ces déterminants. D'accord, donc environnement, effectivement, donc la campagne. Quand on pense à la campagne, on s'imagine que ça peut avoir un apport bénéfique puisqu'on est dans un cadre de bien-être, de nature, etc. Mais c'est vrai que donc c'est des sujets qu'on va aborder, ça, c'est limite. Et je vais te poser une question à toi, Maëlle. Est-ce que c'est facile de parler de santé mentale quand on habite à la campagne? Pour ma part, ça n'a pas été très simple. Donc déjà, il y a une culture familiale. Donc ça va dépendre forcément de ses relations avec ses parents. Et après, il va y avoir une culture un peu plus scolaire. Moi, je sais que pour ma part, on n'avait pas de référent, enfin de personnes avec l'étiquette si vous n'allez pas bien mentalement, vous pouvez venir nous voir. Et même dans nos établissements scolaires, que ce soit au collège ou bien au lycée, c'était pas forcément des sujets qui étaient mis en avant du la santé mentale. Parfois, ça peut arriver que vous n'allez pas bien, ça peut arriver où vous avez des jours où c'est un jour sans et vous allez vous sentir hyper seul. Et je pense que moi, personnellement, pour ma part, c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué, pardon, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un CUN pour environ 1600 élèves. Et moi, je sais que pour ma part, elle n'était pas souvent présente dans l'établissement. Donc, on ne sait pas forcément vers qui se diriger dans ces moments-là. Et donc après, oui, c'est pas facile de le dire parce que vu qu'on n'en entend pas parler, on ne sait pas vers qui se tourner et à qui en parler, quoi, tout simplement. D'accord, donc un sujet qui est finalement plutôt tabou quand on t'écoute, c'est ça. Et vous, Ghislaine, est-ce que c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant dans les relations que vous avez avec les familles à la campagne, etc.? En tant que représentant des usagers donc en santé, c'est vrai que c'est pas tout à fait le premier sujet qu'on aborde, hein. C'est vrai que la première chose, c'est effectivement l'accès tout simplement aux soins. Quand on vient du milieu rural, effectivement, c'est compliqué de soigner, donc de soigner ses dents, de soigner sa vue. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont touchées par ces problèmes-là, c'est vrai que la santé mentale, ils en parlent peu parce que physiquement, ils vont déjà mal, donc c'est compliqué. Nous, on voit, nous, au niveau de la santé mentale, c'est plutôt les proches qui sont, par exemple, quand il y a un proche qui est hospitalisé, ils ont quelqu'un d'hospitalisé, c'est vrai que quand c'est sur une grande ville, Amiens, Lille, il est compliqué pour les proches de venir les voir. Nous, sur Amiens, on n'a pas de maison hospitalière qui accueille les familles, par exemple, et c'est un vrai problème, et c'est aussi un vrai problème financier. C'est vrai que pour les familles, effectivement, accès aux soins, ça reste effectivement cher. Même effectivement pour les dépenses annexes autour, quoi, hein. Donc les déplacements, les médicaments non remboursés et effectivement l'accès aussi à tout ce qui est numérique, parce que maintenant, pour prendre soin de sa santé, il faut avoir un ordinateur. Hein, voilà. Les hôpitaux nous demandent effectivement d'envoyer nos documents par Internet. Tout le monde n'a pas un ordinateur chez lui. Donc la santé et les choses annexes autour, ça coûte cher.
Effectivement, donc cette distance qu'on observe du coup dans les territoires ruraux, ces déserts médicaux, ça va impacter la santé mentale. Manon, toi, est-ce que dans tes pratiques, tu observes justement des différences si tu reçois des patients qui viennent de ces territoires-là? Alors, je dirais que moi, j'ai un petit biais, en fait, parce qu'on parlait de sujets tabous, de difficultés justement à exprimer ces problématiques liées à la santé mentale. Moi, quand je reçois des personnes, les personnes, elles ont déjà finalement franchi un petit cap en fait dans ces consultations-là et dans les consultations psychologiques. Il y a certains freins potentiellement qui ont pu déjà être levés et les personnes, elles ont déjà fait un premier pas. Et ce qui va être important aussi de souligner quand on parle de la santé mentale, c'est que la santé mentale, on est en capacité, il est possible de faire quelque chose et d'avancer en tout cas pour sa santé mentale. Il y a des moyens, il y a des leviers et le tout c'est aussi du coup d'en parler. Mais du coup, ce manque de personnel, ça joue forcément sur ces moyens de parler, etc. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place pour pallier à ce problème-là? Par rapport aux territoires justement isolés. Alors c'est vrai, hein, quand on voit le manque de professionnels de santé, que ce soit des psychologues, mais aussi des psychiatres, hein, et parmi d'autres, hein, bien sûr, c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect téléconsultation, mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens d'avoir un ordinateur, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est vrai que cet aspect téléconsultation, il peut quand même être intéressant, d'autant plus que même par rapport aux consultations psychologiques, etc., ce qu'on voit, c'est que finalement, les études montrent, en tout cas des études qui ont été assez rigoureuses, montrent qu'il n'y a pas forcément de différence dans la qualité des soins, dans la qualité des thérapies, que l'on soit en présentiel ou en distanciel. Donc je pense qu'effectivement, quand on n'a pas forcément les moyens de se déplacer, quand on n'a pas forcément l'accès à des professionnels de proximité, pour moi, c'est quand même un bon moyen. D'accord. Donc, on a abordé le sujet du manque de professionnels dans ces territoires-ci. Vous avez aussi mentionné l'isolement dû au manque de locomotion, etc. Je vais m'adresser à vous, Aurélien. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage et puis nous parler d'unicité? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Aurélien Dantois, je suis responsable du service développement sanitaire et social pour la mutualité sociale agricole. Juste présenter à gros traits ce que c'est la MSA, c'est le cumul des compétences de la CEPAM, de la CARSAT et de la CAF, avec des services complémentaires, dont le service développement sanitaire et social sur les territoires que je dirige. Ce service, il a deux vocations: accompagner les assurés qui sont en situation de fragilité, donc ce sont des travailleurs sociaux qui accompagnent nos assurés qui rencontrent une difficulté de santé, une difficulté sociale, une difficulté financière. Et en complément, on a une compétence en matière de développement social, ce qui nous a amené à établir un partenariat avec Unicité, notamment sur le secteur des Flandres. Donc nos administrateurs qui ont souhaité soutenir l'association, notamment sur un programme intitulé Intergénéreux. Ce sont des jeunes en service civique durant 8 mois qui ont une mission de lutte contre l'isolement auprès des papis et des mamies isolés. J'espère qu'on va pouvoir entendre Madame de Necker. Est-ce qu'on pourrait lancer la petite vidéo? Je pense que ce sera beaucoup plus parlant que ce que je pourrais vous présenter. Normalement, il y a du son. Je vous le confirme. Allez, voilà les deux. Bonjour madame. C'est Unicité. Ça va? Bien et vous? Bah ça va, ma santé est à peu près potable. D'accord. Alors on va jouer? Oui. Ah ben c'est bien, entrez. Vous êtes très gentil. Je présente Madame de Necker Brigitte Aouzel et j'ai 68 ans maintenant. Unicité
par Elodie. Elle m'a conseillé de rejoindre des personnes qui veulent faire distraire pour moi. J'avais peur vis-à-vis des jeunes. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va recevoir. C'est ça. Et là, ils sont très bien. Ils sont bien ouverts. Ils sont sérieux. Tout ça. Parce qu'il faut faire attention quand ils entrent, qu'ils rentrent à la maison, on ne peut pas avoir n'importe qui. Voilà. Alors les jeunes, quand ils viennent une fois par semaine pour jouer au jeu, pour parler de tout et de rien. Et des jeux, de trappe, trinimino, ou bien Uno, oui, et d'autres, si on a quelque chose de nouveau, ils viennent le rapporter. Je suis sortie le mois de juin, qui a fait beau, et on a été à la plage à Malo. Là, à Malo, on a tourné le long de la Guye, et après, on a été manger une petite glace, et après, ailleurs, on a été boire un petit coup, et on a joué au trinimino. Et aussi, on a été aussi à Boskep. Là, il y avait une petite assemblée. On a parlé de tout avec des personnes âgées, du temps passé. Et le temps passé, c'est raconter l'histoire qu'ils ont vécu mes parents pendant la guerre. C'est ça. Alors, j'ai dû raconter un petit peu, une petite phrase, je suis partie par là, mais ils l'ont vécu, voilà. Ça m'apporte la joie parce que je n'ai pas d'enfants. Et c'est ça qui manque beaucoup. Mais je suis contente de les voir. Ça me fait plaisir. Pour ma santé, c'est mieux. Ça me remonte le moral. Le moral, surtout. Et la présence, surtout. C'est moins de solitude. Je suis toute seule et voilà, c'est ça. Là, quand je les ai vus, ça a été très bien. J'ai eu pendant... attends, j'ai combien de fois? 4 fois déjà? 4 fois de... Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, on a fait ça. Et ça va. Et c'est bien mais les mêmes. Pendant 1 an, ils viennent. Et après, c'est de nouveaux rebelotes, des nouveaux jeunes qui reviennent. Et pas de regret. Au contraire, il y a cette volonté tout le long. Tout le long du... Et je les conseille à tout le monde. Ouais, je conseille à tout le monde de le faire et ils ne peuvent pas avoir peur. Au contraire, ils vont aider. Je crois que c'est bien dit. Hein. Voilà, juste quelques mots. C'est vrai que là, c'est une démonstration concrète. Alors, avec un double impact, hein. Les jeunes en service civique vivent une expérience pendant 8 mois, par définition civique, en l'occurrence là sur des actions de lutte contre l'isolement des papis et des mamies. Et Madame De Necker porte dans son discours l'impact de ces visites de courtoisie sur son bien-être, sur sa santé mentale. Donc voilà, pour reprendre la question tout à l'heure, ça c'est vraiment, selon nous, une réponse concrète à des besoins qui sont exprimés de manière très prégnante sur le secteur rural. Oui, c'est un bel exemple. Et du coup, est-ce qu'il existe d'autres actions qui sont mises en place, Ghislaine? Peut-être que... Au niveau de la santé, donc l'ARS a mis en place des centres de ressources, hein, où effectivement des professionnels de santé se déplacent chez les personnes qui en ont besoin. Donc ça aussi, c'est important. Il y a une quarantaine de CRT qui vont se mettre en place dans toutes les Hauts-de-France. Donc là, c'est vraiment essayer de rapprocher les soins des personnes isolées, quoi. Donc, on a fait aussi au niveau de la CEPAM avec la MSA de la Somme, donc un travail pour parce que la Sécu, elle connaît si les personnes ont un médecin traitant ou pas. Donc, pour les personnes qui étaient en ALD, donc sans médecin traitant, il y a eu tout un travail qui a été mis en place pour effectivement approcher des médecins pour qu'ils aillent effectivement au domicile de ces personnes âgées, notamment, hein, qui sont en ALD et qui n'ont aucun moyen de se déplacer. Donc c'est vrai que c'était un travail de fourmi, hein, donc à mettre en place, et ils ont pu, sur les 3 quarts, arriver à trouver cette solution.
Parce que c'est vrai que nous, on voit bien, hein, par rapport aux personnes, notamment quand elles sont hospitalisées, la sortie, s'il n'y a pas de médecin traitant, c'est le vide. Hein, tout le suivi qui doit être mis après en place au niveau rural, eh ben, les personnes laissent tomber, quoi. Donc effectivement, c'est important que chacun puisse avoir son médecin traitant. D'accord. On va peut-être terminer sur une note positive. Qu'est-ce que la campagne, ça peut nous apporter de bénéfique pour notre santé mentale? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais je pense que tous les quatre, vous pouvez intervenir. Moi, quand j'ai vu cette question, le premier point positif qui m'est venu à l'esprit, c'est surtout qu'on est loin des nuisances. Enfin, nuisances, entre guillemets, dans le sens où on dit souvent comme quoi, enfin moi je sais quand j'en ai parlé à mon médecin traitant de comment je me sentais, il m'a dit faut faire du sport, faut courir, faut se dépenser. Donc là du coup on trouve son avantage parce que qui dit campagne dit pas beaucoup de voitures, on peut marcher, on peut courir. Et donc moi je sais que c'est hyper simple pour courir, je peux aller courir quand je veux. Et il n'y a personne qui me dérange, c'est parfait. Donc moi, je dirais qu'au niveau de la campagne, ce que nous, on a vu au niveau effectivement, d'un sondage qu'on a fait avec l'IFOP, c'est la solidarité entre les habitants d'un village, quoi. Donc effectivement, il y a la possibilité pour certains, effectivement, de s'accompagner dans les démarches à faire et effectivement essayer de repérer aussi les personnes qui sont effectivement complètement isolées, qui sont inconnues. On les appelle les invisibles. Hein, c'est vrai qu'on a des jeunes invisibles, mais on a aussi des personnes âgées qui sont invisibles et qui rentrent dans aucune case. Et donc la solidarité au niveau des habitants, c'est primordial. Donc pour identifier ces personnes, vous avez des actions qui sont mises en place ou c'est du bouche à oreille Effectivement, il y a des réunions qui sont mises en place dans les associations locales et on essaye effectivement de discuter autour des personnes que les adhérents ne voient pas sortir de chez eux. Donc dans ce cas-là, effectivement, on essaye de mettre en place un dispositif pour qu'ils puissent être visités et le maire, dans ces cas-là, est toujours une personne importante pour aider à sortir de la solitude pour ces personnes. Est-ce que vous avez un petit exemple concret pour illustrer, je ne sais pas Moi, c'est comme je suis beaucoup en lien avec le CHU, c'est vrai que Damien, c'est des personnes. Donc, nous, on a une maison des usagers qui est implantée, et on a les personnes qui viennent nous voir en disant, voilà, je suis obligé d'attendre 3 heures, donc on en profite pour discuter et on parle beaucoup. Effectivement, des personnes qui accompagnent les personnes qui sont en soins et qui sont effectivement. Donc là, à ce moment-là, on peut en parler et on donne des pistes pour que les personnes puissent être aidées et puissent sortir de. Parce que c'est très prégnant cette solitude et de toujours arriver sur un mur et ne pas avoir de réponse aux questions de santé. Ça, pour moi, c'est vraiment la grosse difficulté. Les choses pourraient être simplement juste parler. Et quand on n'a pas de médecin traitant, on est vraiment coincé pour faire tout, quoi. Donc, effectivement, cette maison des usagers sur le CHU d'Amiens est importante pour les temps d'attente qui sont quelquefois longs pour les personnes qui viennent à Amiens, quand ils y arrivent d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué aussi pour arriver à Amiens. Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes de patients qui viennent d'eux-mêmes en disant je me sens pas bien, il faut faire quelque chose pour moi. J'aimerais bien qu'on m'aide en tout cas. Ça, effectivement, je l'ai plus sur. Donc, je suis aussi dans une association d'aide à domicile. Donc, quand on rencontre effectivement les personnes à leur domicile, c'est vraiment une demande effectivement qu'elles ont. Donc, comme l'association propose le suivi psychologique, donc il y a des psychologues dans l'association, ça permet effectivement de le proposer. Donc, des fois, il y a un petit biais qui passe par l'assistance sociale qui permet effectivement de discuter de choses et d'autres, des problèmes rencontrés, et peut-être proposer effectivement ce soutien. Mais quand ils sont à la campagne, c'est vrai que c'est des personnes qui ont un caractère relativement dur et qui ne demandent pas facilement de l'aide, quoi. C'est pas forcément facile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maëlle. Du coup, c'est un sujet qui est assez tabou et qui
qui n'est pas facile à mettre sur la Puis table. la santé mentale, c'est un peu caché, quoi. Donc Oui. effectivement, tout le reste, quand on a mal aux dents, on le voit bien. Quand on ne voit plus rien, voilà. Donc tout ce qui est visible, effectivement, les personnes en parlent. Quand c'est à l'intérieur de soi, c'est plus compliqué. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure également sur le fait que ça passait en second plan par rapport à toutes les autres pathologies qu'on peut observer dans ces populations. Tout à fait. Manon, toi, est-ce que tu recommanderais à tes patients d'aller à la campagne pour leur bien-être? Alors, il y a un élément qui va être assez protecteur à la campagne, en fait, hein, c'est l'accès à la nature. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, Maëlle. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs bénéfices, en fait, d'avoir cet accès à la nature. Et il y a beaucoup d'études aussi qui se sont intéressées, notamment avec justement tout ce que l'urbanisation va capter en termes d'attention, de bruit, etc. La nature, elle a plutôt une fonction restauratrice, en fait, par rapport à ses fonctions cognitives et notamment attentionnelles. Il y a aussi il y a aussi un aspect qui va être protecteur aussi par rapport justement à la régulation émotionnelle, hein, et aussi aux ruminations. Les ruminations, hein, c'est ces pensées répétitives qui sont souvent négatives. Et il a été montré qu'effectivement, le fait de se promener en nature, il va y avoir une diminution, en fait, de cette tendance, de ce comportement de ruminer par rapport à une promenade, par exemple, dans une zone urbaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des grandes villes se sont aussi emparées un petit peu du sujet et commencent à végétaliser. Alors pour d'autres problématiques, notamment liées au réchauffement climatique, etc., hein, il n'y a pas que la santé mentale, mais la santé mentale en fait partie. Et notamment, il y a beaucoup de travaux autour de la ville de Barcelone, en Espagne, qui a émis une petite règle aussi, le fait de pouvoir voir 3 arbres de sa fenêtre, le fait d'avoir 30% de son quartier végétalisé et d'être à 300 mètres d'un parc. Puisque ce que je vous disais par rapport à l'accès à la nature, ça marche aussi pour les parcs urbains aussi, hein, donc voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des sujets que l'on n'a pas abordés, sur lesquels vous pensez que c'est important de discuter. Juste répondre à la question du sujet de la ruralité et peut-être faire le lien avec l'intervention du directeur général en début de matinée. La conjoncture rurale fait qu'on est amené à créer des réponses différentes et du coup à innover. Et je reprends l'exemple de notre collaboration avec Unicité. Il y a un besoin exprimé, identifié, en l'occurrence par notre travailleur social. Comment, en complément des offres sanitaires, on peut proposer une réponse qui soit adaptée et qui, pour le coup, en tout cas pour celle-là, répond à la fois à un besoin du jeune, de découvrir un environnement, potentiellement de découvrir un métier, et répondre à un besoin d'un habitant en situation d'isolement plus. Donc la ruralité, avec les limites qu'elle porte, conduit à innover dans les réponses à apporter aux habitants, et ça c'est pour avoir une vision positive, à mon avis aussi assez structurant et stimulant. Ouais, moi je dirais aussi sur un peu une inquiétude sur tout ce qu'on met en place pour le milieu rural au niveau des équipes mobiles. C'est-à-dire que c'est des salariés et des soignants qui passent beaucoup de temps à faire du kilomètre pour voir peu de personnes. Donc c'est pas très bénéfique pour tout le monde. Et effectivement, il vaut mieux avoir une maison médicale sur un secteur où les personnes peuvent un peu se déplacer. Si on avait effectivement un médecin tous les 300 mètres, ça serait bien. Voilà. Ça serait idéal. Mais pour le coup, je vous rejoins un petit peu parce que nous, les jeunes de la ruralité, on se sent parfois un petit peu oubliés, pas pris en compte. Parce que, par exemple, le dispositif Mon Soutien Psy, il y a 1 an, quand j'ai commencé à faire des recherches pour prendre soin un petit peu de ma santé mentale, j'en ai trouvé aucun. Et maintenant, le plus proche, il est à 14 minutes en voiture de chez moi. Donc, je pense à tous ces jeunes qui n'ont pas de voiture et qui doivent compter sur papa et maman pour les emmener, qui, eux, ont déjà le cumul du train de vie familial, du boulot à prendre en compte. Et donc, c'est vrai que faudrait... On a envie aussi qu'on pense un petit peu à nous, qu'on pense un peu aux jeunes en milieu ruraux qui se retrouvent un petit peu la tête sous l'eau parfois, quoi. Manon, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
Alors, pour mon soutien psy, on a aussi alors, ils sont saturés. Clairement, même en milieu urbain, c'est très difficile d'avoir accès parce qu'il y a peu de professionnels en fait qui adhèrent au dispositif. Alors pour rappeler, hein, mon soutien psy, c'est financé donc par l'assurance maladie et chaque personne peut bénéficier de 12 séances d'un soutien psychologique. Mais il faut que les psychologues adhèrent à ce dispositif avec certaines conditions. Et du coup, et aussi, ce qui a une limite aussi, c'est que les personnes doivent avancer les frais aussi. Ça, je l'ai déjà entendu en tant que limite. Et effectivement, il y a pas encore beaucoup de psychologues qui adhèrent à ce dispositif. Et pour ceux qui adhèrent, il y a des listes d'attente où ils ne prennent plus de nouveaux patients. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de passer par le distanciel. Je ne sais pas si tu as essayé de regarder, mais par exemple sur Doctolib, alors là pour le coup c'est plus la même chose, hein, forcément c'est pas remboursé, mais il y a de plus en plus de psychologues qui proposent des consultations en distanciel. En fait, ça limite, ça peut être un facteur justement favorable pour justement les personnes qui ont des limitations pour se déplacer, qui sont plus ou moins véhiculées, mais aussi les personnes qui ont des limitations fonctionnelles aussi. Et du coup, je pense que ce côté-là, au-delà de aller vers, il y a aussi ce côté utilisation à bon escient des nouvelles technologies. Et comment on pourrait, j'ai pas envie d'utiliser le terme forcer, mais en tout cas mettre dans la tête à quelqu'un qui va pas bien d'aller voir un professionnel pour l'aider, etc. Parce que comme c'est un sujet qui est tabou et dont on ne discute pas forcément et qui n'est pas forcément mis en avant dans ces territoires, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire à ces personnes vas-y, tu vas voir, ça va être très bien, en fait. Je ne sais pas s'il y a des... J'ai peut-être un élément de réponse, alors toujours porté par la mutualité sociale agricole, dans le cadre d'un programme de prévention du mal-être agricole. On déploie, avec l'appui de l'Agence régionale de santé, des formations sentinelles. Ce sont des personnes volontaires, bénévoles, qui bénéficient d'une formation d'une journée dispensée par un psychiatre qui leur permet d'identifier les signaux faibles relatifs à une situation de mal-être et qui leur donne aussi les moyens, dans une approche motivationnelle, d'inciter la personne qu'elles vont rencontrer qui serait pas très bien dans ses baskets à pouvoir avoir recours ou au service de la MSA, parce que vous l'aurez compris, on est sur un guichet unique, donc on porte une réponse plutôt globale, qui n'est pas exclusive, mais qui est quand même assez intéressante. Donc c'est un réseau qui se construit avec des formations qui sont au moins 4 sessions par an pour augmenter cette cohorte de sentinelles qui sont réparties sur l'ensemble du département, alors Nord-Pas-de-Calais, mais c'est une démarche nationale, et qui du coup est désormais en mesure d'identifier les signaux faibles et d'inciter au recours à un psychologue, au service de la MSA, au service aussi téléphonique qui peut venir en appui. Donc il y a aussi cette structuration de réseau qui peut être aidante. Ghislaine, vous vouliez dire? Oui, donc effectivement, l'important, c'est dans les communes rurales, c'est l'échange entre les personnes. C'est vrai que quand il reste par exemple un café ou une boulangerie, donc c'est effectivement des lieux où les personnes peuvent parler entre elles et échanger sur leur vécu et sur comment elles sont sorties s'il y avait un problème de santé mentale. Donc c'est effectivement ouvrir des lieux dans toutes les communes où les gens peuvent se rencontrer. Ça, c'est la première chose. C'est vrai qu'il faut vraiment lutter contre l'isolement et c'est le maximum qu'il faut faire, quoi. Ça rentre dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la solidarité qu'on observe à la campagne. C'est vrai qu'en France, on a la chance de pouvoir créer facilement une association et pouvoir effectivement avoir des lieux dans les mairies, etc., pour se réunir.
Donc effectivement, c'est quelque chose dont se sont beaucoup emparés les personnes qui vivent donc à la campagne, comme on dit, ou en milieu rural. Et ici, l'intergénérationnel est important. C'est vrai que si on pouvait ouvrir les écoles primaires, par exemple, sur les soirées et les samedis, dimanches, ça serait génial, quoi. C'est vrai que c'est encore un sujet qu'on a du mal à faire. C'est vrai qu'il y a une école à peu près partout. Donc, si on pouvait les ouvrir pour que les gens puissent se rencontrer et discuter, ça serait parfait, quoi. Oui, non, je voulais rajouter, c'est surtout ne jamais banaliser la souffrance. En fait, voilà, je l'ai déjà entendu, hein, une bonne nuit sommeil, ça ira mieux demain. Non, c'est le discours aussi qu'on tient. Et quand on a un proche qui va pas bien, c'est lui dire aussi, écoute, tu comptes pour moi, tu es important pour moi. J'ai l'impression qu'en ce moment ça va pas bien. Et c'est ouvrir en fait le dialogue. Et surtout effectivement jamais banaliser cette souffrance. Et après, voilà, effectivement, la personne, elle peut aussi avoir des freins et il ne faut pas se sentir non plus coupable si le proche ne va pas consulter comme on l'aurait souhaité. Voilà, et parfois, il faut du temps, parfois, il faut aussi laisser ce temps et il faut éviter de penser qu'on peut aussi tout changer. Il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres. Maëlle, est-ce que dans les écoles, il y a des actions qui sont mises en place pour vous aider à parler de la santé mentale et vous accompagner sur les sujets, ou est-ce que toi tu penses à des actions qui pourraient être mises en place s'il n'y en a pas dans les écoles, les lycées, les collèges? Moi, personnellement, dans mon collège et dans mon lycée, il n'y a pas eu d'action. Là, plus particulièrement à l'université, il y a eu des actions, mais c'était plus centré sur les violences sexistes et sexuelles. Mais tout ce qui était santé mentale, on n'en entendait pas parler. Et je pense que ce qui pourrait être bien et ce qui peut me manquer, enfin pour ma part du moins, c'était vraiment d'avoir des personnes, un peu des sortes de référents dans les établissements scolaires qui disent, qui viennent, enfin qui se présentent à nous du coup au début de l'année scolaire et qui nous disent concrètement, voilà, si jamais vous vous ressentez comme ça un jour, vous savez que vous pouvez venir nous voir et après on peut vous aiguiller. Parce que ça c'est, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que ça a été, c'est compliqué de, déjà il faut réussir à se dire j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Et après le fait de sauter le pas, de prendre rendez-vous, ça c'est un autre pas à faire et ça c'est celui personnellement qui m'a pris le plus de temps et parce qu'en fait on n'est pas aiguillé, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Il y a mon soutien psy, le CMP, j'en avais jamais entendu parler par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était et en fait au final on se retrouve à avoir pas mal de choses, pas mal de solutions qu'on peut mettre en place, mais du coup on les connaît pas et c'est ça du coup qui manque, une personne qui peut nous aiguiller et qui peut nous aider à faire les démarches quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le CMP? Alors le CMP c'est le centre psychopédagogique. Oh. Ok. Alors le centre psychopédagogique. Donc moi j'arrive à avoir un rendez-vous tous les mois. Donc c'est un suivi que j'ai instauré depuis le mois d'octobre. Et donc, c'est un centre qui nous permet de rencontrer des spécialistes. Moi, je sais que je travaille avec un infirmier psychologue. Et donc, ça me permet d'avoir des rendez-vous gratuits. Et j'ai aucun frais à avancer. C'est totalement gratuit. Et ça, c'est proche de chez toi? Ce centre, il est proche de chez toi? C'est à une dizaine de minutes en voiture de chez moi. Donc, pareil, malheureusement, il n'y a pas plus près. C'est le plus proche que j'ai trouvé. Mais en vrai, j'arrive quand même à avoir des rendez-vous d'urgence parfois. Donc, ça va. Ok, donc j'ai une dernière question pour vous pour conclure un petit peu cet échange. Si vous deviez citer un facteur qui joue le plus sur la santé mentale dans les territoires ruraux, lequel serait-ce? On commence avec toi, Manon. Oh, j'en ai deux en tête. Donc, tu peux dire les deux. Je pense que c'est le tissu social, le lien social va vraiment être un facteur vraiment protecteur, la qualité des liens plus que la quantité même, et l'accès à la nature.
Pour le coup, je rejoins un peu Manon, parce qu'il y a, moi j'avais pensé à l'éloignement kilométrique qui va forcément induire l'isolement. Le fait que à la campagne, à part sortir marcher ou courir quand ça va pas, on n'a pas forcément d'autres choses à faire. Enfin, moi je sais que dans mon petit village des Deux-Sèvres, j'ai rien, j'ai juste une poste, c'est tout. J'ai pas de boulangerie, j'ai pas de café. Donc on se retrouve un peu comme ça, sans rien, à dire qu'est-ce qu'on fait à part appeler une amie et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi, malheureusement. Moi, avec un peu d'humour, je dirais éteindre la télé et sortir, hein, parce que c'est vrai que les informations à la télé ne sont pas toujours très faciles à aborder et fait plutôt peur qu'effectivement. Donc voilà. Et puis effectivement sortir et rencontrer les autres habitants. Alors, pour ma part, je vais rester fidèle au témoignage de Madame de Necker. Hein. Le lien social me paraît évident à entretenir pour rester en bonne santé mentale. Merci à vous quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos intervenants? Je pense qu'il... Ah, très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse questions courtes, réponses courtes. Comme ça, on peut prendre une ou deux questions, puis après, on peut continuer à discuter. Moi, je n'ai pas une question, mais je vais vous donner une précision. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à la campagne. Et puis un jour, la mutualité agricole m'a donné la possibilité de partir un mois découvrir la Finlande, la Suède. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, je suis senior. Il y a un dispositif de l'Agence nationale des chèques vacances qui s'appelle Senior en vacances pour 70 €. Vous pouvez aller sur tout le littoral français. Et en plus de ça, on vous donne un billet de TGV. Bon, on en profite, hein. C'est pas encore combien d'années on a à vivre. Et le dispositif Vacances solidaires, pour ceux que ça intéresse, vous le trouvez auprès de la mairie de Lille, vous vous inscrivez, vous choisissez un senior, si vous voulez aller sur Nice, sur Cannes, sur Menton, à la Bolle, vous pouvez le faire. Et si vous voulez faire de la voile, vous en ferez. Si vous voulez faire un peu de jet ski, vous pourrez aussi en faire. Ça vous met un peu de soleil dans la tête, puis après vous retrouvez votre campagne plus équilibrée, et puis vous avez encore envie de vivre. Puis moi qui ai vécu à la campagne, c'est quand même pas mal, la campagne. Parce que vous avez oublié une chose dans les campagnes, il y a quand même un patrimoine riche. Vous pouvez aller visiter le château du Seigneur qui est à côté de chez vous. Vous pouvez pêcher la truite ou le saumon. Donc il y a des activités qui sont très intéressantes. Moi j'aime bien la campagne, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie sur le littoral, donc j'essaye d'équilibrer les deux. Et puis si effectivement il y a des problèmes de population sur les territoires ruraux, j'invite les habitants des campagnes à choisir le bon président de la République pour les prochaines élections qui sont dans quelques mois. Voilà. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, vous avez souligné un point qui m'intéresse. Souvent, on pense qu'on va créer des unités mobiles pour faire de l'aller vert, et vous aviez l'air de dire que les unités mobiles, c'est pas tout le temps rentable, quoi. Qu'il vaut mieux avoir une présence locale déjà. Et sinon... Pour moi, c'est clair, quoi. C'est Ouais. vrai que nous, surtout que quand ils créent une équipe mobile, ils le créent, par exemple, nous, on en a une sur Abbeville. Donc, pour aller à Péronne, rencontrer une personne, enfin, ça prend la journée, quoi. Enfin, pour moi, c'est ridicule, quoi. Et puis, en plus, on utilise, pour parler du sujet d'avant, donc les équipes mobiles, ils se déplacent en camion ou en voiture. Donc, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Donc je trouve qu'effectivement, avoir un local sur place au plus près, c'est beaucoup mieux, quoi. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on prolonge l'échange. On a de quoi déjeuner au rez-de-chaussée. Et puis ensuite, on se retrouve à 14h. On démarrera par un petit détour, puisqu'on a la chance d'accueillir un géographe qui va nous donner un petit peu sa perspective de la ruralité et nous expliquer aussi que justement la ruralité a différentes facettes. Et puis ensuite, on aura notre dernière table ronde avec là encore un panel intéressant de différentes actions qui sont menées sur le territoire, en particulier les territoires ruraux. Voilà, écoutez, bon appétit et puis rendez-vous à 14h.